Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle, d'autant plus que la chaîne a fêté cette semaine son 2e anniversaire et qu'elle va bientôt accueillir son 500e abonné. Donc merci beaucoup une nouvelle fois à vous tous. Et pour fêter ça, je vous propose ce 3e numéro du Mag Magique, le magazine magique, que j'ai décidé de consacrer cette fois-ci aux techniques de manipulation. On se posera d'abord la question de l'utilité des techniques, à quoi elles servent. Je vous présenterai ensuite la série de livrets Technocartes et Technopièces de Daniel Rod, qui à mon avis sont incontournables. Et enfin, j'expliquerai un faux mélange un peu particulier, le mélange charlier, dont on verra aussi quelques subtilités. Un beau programme donc pour cette nouvelle vidéo, j'espère en tout cas. Alors go, on commence tout de suite. À quoi servent les techniques de manipulation dans un tour de magie? Pour répondre à cette question, il faut comme d'habitude déjà définir ce qu'est une technique de manipulation. Eh bien, c'est un mouvement manuel qu'un illusionniste va réaliser pendant l'exécution d'un tour de magie. Certaines de ces manipulations sont visibles du public, donc non secrètes, comme par exemple les mélanges de cartes ou les fioritures. Vous savez, c'est tous ces gestes élégants qu'on peut réaliser avec des cartes, des pièces, des balles, etc. Mais par abus de langage, on désigne généralement par technique de manipulation plutôt les techniques secrètes, invisibles du public, qui vont permettre aux magiciens de donner l'illusion de magie. Comme par exemple les contrôles de cartes, les faux mélanges, la levée double, l'empalmage, les faux dépôts pour les pièces ou les petits objets, le paddle move, etc. Et oui, parce qu'un tour de magie... c'est comme une boîte de chocolat. Alors non, un tour de magie, c'est plutôt comme un iceberg. Vas-y. On va toucher! Enfin, pas comme ça. Non, un tour de magie, c'est un peu comme un iceberg parce qu'il y a une partie émergée, visible, qui correspond à ce que voit le public, à ce qu'il perçoit du tour de magie, donc la mise en scène, la présentation, le boniment, l'histoire, et puis bien sûr les illusions, les effets magiques. Si on compare avec d'autres arts, cette partie visible, ça pourrait être un tableau, une statue, un film, une chanson, bref, l'œuvre finale qui va être présentée au public. Et la partie immergée de l'iceberg, elle va contenir tout ce que le public ne voit pas. Donc les secrets du tour, bien sûr, comme par exemple un principe mathématique ou psychologique peu connu, un accessoire truqué, un complice aussi, pourquoi pas, mais aussi tout le travail d'imagination, de création du tour, les répétitions, l'entraînement, etc. Et puis, bien sûr, pour ce qui nous intéresse ici, toutes les techniques de manipulation cachées que le magicien va utiliser pendant le numéro. Dans d'autres arts, ça correspondrait par exemple aux effets spéciaux au cinéma ou au matériel et techniques utilisés pour filmer, pour éclairer, pour capter le son, tout le travail des acteurs, le montage, le doublage, le bruitage, etc. Pour la musique, ça pourrait être par exemple la partition, en peinture, une technique de perspective, ou encore des filtres en photographie par exemple pour obtenir un effet particulier. Bref, c'est tout ce qui permet de créer l'œuvre finale, mais qui n'est pas présenté avec elle. Et ça s'applique autant pour les arts, comme on l'a vu, que pour toute discipline qui nécessite une technique en fait. Il va y avoir une phase d'apprentissage de la technique, d'entraînement, et puis on va se servir de cette technique pour réaliser quelque chose. La différence avec les autres arts ou les autres disciplines, c'est qu'en magie, cette distinction entre ce qui est visible du public et ce qui ne l'est pas, elle est primordiale. Oui, parce qu'en fait, c'est sur elle que va reposer la magie. Si un spectateur entrevoit ne serait-ce qu'un fragment de la partie immergée, la magie est cassée. Je ne dis pas que c'est forcément grave, mais ça gâche inévitablement l'impact magique du tour. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas obligatoire de connaître des techniques de manipulation pour faire de la magie. J'en ai déjà parlé, il existe de très nombreux tours automatiques qui sont vraiment très bons, qui peuvent même devenir des vrais petits miracles si on travaille leur présentation. Donc la partie visible de l'iceberg. On voit que c'est ça le plus important en fait, parce que la partie invisible, elle n'est connue que du magicien. Donc en fait, il la réalise comme il veut. Mais c'est vrai que l'un des plaisirs de la magie, c'est justement d'apprendre ces fameuses techniques de manipulation secrète. Arriver à produire l'impossible en manipulant des objets, des cartes, des pièces qui ne sont pas truquées. Donc on peut maintenant revenir à la question initiale, à quoi servent ces techniques de manipulation? Alors sous-entendu ici, les techniques masquées, secrètes. Tout ce qu'on va dire à partir de maintenant, ça ne concerne pas les manipulations visibles, comme tout ce qui est fioriture, mélange de cartes, etc. Mais ça concerne bien les techniques masquées qui vont participer à la méthode, donc au truc d'un tour de magie. Alors imaginez un instant que vous deviez construire un meuble. Admettons que vous ayez besoin de planches, de clous et d'un marteau par exemple. Alors sans marteau, vous pourriez prendre un autre outil pour enfoncer les clous, mais vous allez bien galérer. Et si vous avez déjà un marteau, inutile d'en avoir plusieurs. Vous me suivez? Maintenant, imaginons que vous vouliez apprendre un nouveau tour de magie, dans lequel il vous faut des cartes et savoir faire une levée double par exemple. Alors si vous ne savez pas faire de levée double, vous allez peut-être devoir trouver une autre méthode pour arriver à produire le même effet,
C'est possible, mais vous risquez de galérer. Par contre, si vous savez faire une levée double, elle devrait suffire en fait pour faire ce tour. Inutile d'en apprendre une autre. Vous voyez où je veux en venir. Bien sûr, dans cette comparaison, le tour de magie correspond aux meubles. Les cartes, ce sont les planches et les clous, le matériel quoi. Et puis la levée double, c'est le marteau, donc l'outil. Car oui, pour moi, les techniques secrètes, ce sont des outils au service du magicien, dont il va se servir pour réaliser des effets magiques. Mais comme elles ne doivent pas être visibles du public, elles sont forcément interchangeables. C'est-à-dire que si vous connaissez par exemple une technique de contrôle d'une carte au-dessus du jeu, dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'en apprendre d'autres. Sauf éventuellement si vous souhaitez varier les présentations pour brouiller un peu les pistes, éviter que les spectateurs repèrent que vous faites toujours les mêmes choses. Mais là, ça va surtout concerner les professionnels, peut-être moins les amateurs ou les débutants. Il y a des techniques, j'allais dire des outils, de base qui sont incontournables si on veut commencer à manipuler. Donc pour les cartes, il va y avoir la levée double, le contrôle d'une carte sur le dessus, le forçage. On pourrait rajouter éventuellement l'empalmage aussi. Pour les pièces, l'empalmage, le faux dépôt. Aussi, passer du temps à maîtriser 4 forçages de cartes, ça n'a pas forcément de sens si on ne maîtrise pas encore une levée double et un contrôle. Donc il vaut mieux se documenter pour découvrir les différentes techniques qui existent et en choisir une qui nous convienne bien. Donc là, on va prendre en compte sa difficulté, sa praticité et puis surtout la perception que le public va en avoir. Donc il vaut mieux travailler un seul forçage, un seul contrôle de cartes, un seul empalmage de pièces, etc. et les maîtriser. Et ensuite, on aura tout le temps d'apprendre d'autres alternatives au fil des années. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément envisager les techniques comme des buts à atteindre. Il y a beaucoup de magiciens, notamment débutants, qui se disent « il faut absolument que je maîtrise le saut de coupe ou l'empalmage de cartes ». Mais finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux se demander de quoi est-ce que j'ai besoin pour réaliser des nouveaux tours de magie que j'ai envie de faire et que je ne sais pas faire aujourd'hui. Pour reprendre l'exemple du meuble à construire, si on a besoin d'un marteau et qu'on n'en a pas encore, ça ne sert à rien d'acheter des tournevis pour l'instant. Il vaut mieux acheter d'abord le marteau pour pouvoir faire ce meuble-là et acheter des tournevis un peu plus tard quand on en aura besoin. Donc le mieux, c'est d'apprendre une technique dans le cadre d'un tour que vous voulez faire. Savoir que cette technique, elle va vous servir pour ce tour-là, ça va être un bon moteur pour l'apprentissage. Par contre, ne vous interdisez pas non plus d'apprendre d'autres techniques, moins utiles peut-être, mais que vous avez vraiment envie de savoir faire. Par exemple, les grands classiques. Ça, c'est important pour la culture magique. Et enfin, tout ce que je viens de dire, ça ne concerne pas forcément les magiciens professionnels ou ceux qui participent à des concours. Parce que là, il y a une sorte de niveau académique à avoir, donc des techniques spécifiques qu'il faut absolument maîtriser. Mais le but est différent, je trouve, dans ce cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et justement, pour se documenter sur les différentes techniques qui existent, il y a de nombreux livres et vidéos. Mais moi, je vous conseille particulièrement la série des livrets Technocartes et Technopièces, écrits par Daniel Rod. Alors, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, mais pour les autres, ce sont des recueils de techniques de cartomagie et de pièce-magie. Il en existe 3 de chaque, donc Technocartes 1, 2 et 3, et puis Technopièces 1, 2 et 3. Donc ça fait 6 livrets au total, oui, parce que ce sont des livrets, vous voyez c'est assez fin, il y a à peu près une 50aine de pages, et dans chacun il va y avoir une bonne douzaine, voire une vingtaine de techniques. Au sein d'un même livret, la difficulté va être un peu variée, il n'y aura pas forcément que des techniques faciles ou que des techniques difficiles, même quand on monte dans les numéros. Par contre, je conseille moi quand même de commencer par les premiers, parce qu'ils commencent vraiment par les bases, même si on retrouve quand même des techniques de base dans les autres numéros, donc après on peut les faire un peu dans l'ordre qu'on veut, mais c'est pas mal de commencer par les premiers, je pense. Bien sûr, on peut les trouver dans la plupart des boutiques de magie, entre 11 et 15 € l'unité, donc c'est plutôt abordable, même si ça représente bien sûr un budget au final, mais l'avantage c'est qu'on peut se les acheter un par un. Alors je vous montre l'intérieur, les techniques elles sont expliquées de manière assez succincte. Je ne vais pas forcément tout montrer, mais voilà, donc il y a beaucoup d'illustrations. C'est vraiment exactement expliqué de manière succincte, on va dire, mais suffisante. C'est très clair et les illustrations aident vraiment bien à comprendre les manipulations à faire. Alors, par contre, vous ne trouverez dans ces bouquins-là que des techniques, aucune routine, aucun tour expliqué. C'est vraiment que des techniques. Alors ça peut sembler être un inconvénient, mais il faut plutôt les voir comme des boîtes à outils dans lesquelles vous allez pouvoir piocher des techniques, des outils, dont vous aurez besoin pour réaliser vos prochains tours de magie. Moi je commence à avoir pas mal de livres de magie et franchement ce sont ceux dont je me sers le plus. Ils permettent de connaître déjà toutes les techniques de base et même un peu plus, de les retrouver rapidement dès qu'on en a besoin, puisque au dos vous avez
je peux vous montrer sur celui-ci par exemple, vous avez la liste des techniques qui sont indiquées. Donc pareil pour les pièces évidemment. Donc au final, une fois que vous les avez parcourues, vous savez qu'il y a la technique qui est dedans, en fait vous regardez juste le dos et vous allez la retrouver facilement. En plus de ça, leur format, du fait que ce soit des petits livrets comme ça, assez fins, et qui peuvent être éventuellement pliés, il n'y a pas de face rigide ni rien, en fait ça permet justement de les transporter facilement. Donc par exemple, on peut les emmener en vacances pour travailler certaines techniques, vous pouvez en prendre un ou deux avec vous, c'est vraiment pratique. Il y a plusieurs années, avant la réalisation de ces livrets, Daniel Rod a créé une base de données dont le but était de recenser toutes les techniques de prestidigitation qui existent, qui ont existé, avec leurs sources, leurs différentes publications, etc. Et bien en fait, pour chaque technique qui est expliquée dans ces livrets, il reprend justement ces informations. Donc je vais en prendre une vraiment au hasard, tout à fait au hasard, par exemple celle-là. Donc là c'est le tilt par exemple. Donc voilà le tilt. Et bien je vous montre, hop, à la fin, vous allez avoir, je ne sais pas si ça va être très lisible, ouais, ça va être flou, vous avez l'historique de la technique, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle est parue, etc. Donc ça c'est vachement intéressant aussi pour la culture magique. Il faut vraiment le voir comme une petite encyclopédie des techniques de cartes et de pièces. Donc pour moi c'est vraiment un incontournable, autant pour apprendre de nouvelles techniques que pour en apprendre plus sur l'histoire de la magie. Après bien sûr il faut aimer travailler avec les livres, certains préfèrent les vidéos, ce que je peux comprendre notamment en termes de timing, mais c'est vrai que là le fait que ce soit très qui est très illustré, voilà, je cherchais le mot, le fait, moi je le passe rapidement, mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de photos, alors, en fait on a presque un peu l'impression de voir une vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment pas à pas et c'est vraiment très bien fait, vraiment. On n'a pas l'impression de lire un livre, on a plus l'impression d'avoir un objet un peu plus multimédia du fait qu'il y ait justement toutes ces photos. Donc les premiers numéros Technocartes et Technopièces sont sortis en 99 et 2000 et les Technocartes 3 et Technopièces 3 sont sortis en 2016. Et dans les numéros 3, il évoque l'apparition de numéro 4 à venir prochainement. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de ce côté-là. Mais peut-être dans les années qui viennent, on aura les numéros 4 qui sont sortis. Voilà, donc une belle série vraiment de bouquins, à mon avis, à se procurer. Vraiment, c'est vraiment très bien à lire. Il y a beaucoup de conseils aussi. Il donne par exemple des conseils pour les gauchers. Il donne les mauvais mouvements à ne pas faire, à éviter, qu'on retrouve malheureusement trop souvent chez les débutants par exemple. Donc il donne vraiment pas mal de conseils et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment une bible, quoi. Si jamais je vous ai convaincu et puis que vous les achetez, je serais intéressé d'avoir dans les commentaires aussi vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que finalement vous êtes content de votre achat ou pas? Mais c'est vrai que pour le prix, achetez-en un ou deux, voyez par vous-même, mais franchement c'est vraiment bien. Il arrive parfois, pour la bonne réussite d'un tour de cartes, qu'on puisse faire couper le jeu, mais surtout pas le faire mélanger. On l'a vu par exemple quand on a parlé des cartes clés. Alors bien sûr, on peut demander à un spectateur de couper le jeu plusieurs fois, en lui mimant le geste pour être certain qu'il ne fera pas de mouvement compromettant, mais ça peut mettre la puce à l'oreille. Typiquement, les spectateurs peuvent se dire pourquoi le magicien il a proposé de mélanger les cartes lors des tours de magie précédents et pas cette fois-ci. Bon, normalement, lorsque c'est bien amené, les spectateurs ne se posent pas cette question, mais disons que ça peut être un peu délicat. L'une des solutions consiste à réaliser un faux mélange, c'est-à-dire de faire semblant de mélanger le jeu alors qu'en réalité les cartes conservent leur ordre exact. Il existe de très nombreux faux mélanges qui sont plus ou moins difficiles à faire, et je vais vous en expliquer un, le faux mélange charlier. On l'appelle aussi souvent le mélange charlier, à tort à mon sens, parce qu'il s'agit pourtant bien d'un faux mélange. Alors voilà comment il se présente. J'ai ici classé les cartes dans l'ordre. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais en gros ici j'ai tous les trèfles, tous les carreaux, tous les cœurs et tous les piques. Et donc voilà comment se présente le mélange charlier. En gros, je récupère des cartes dans l'autre main, et encore, et encore, et encore, et encore, et voilà, par exemple. Donc là, a priori, les spectateurs pensent que j'ai mélangé les cartes. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, on se rend compte que les cartes ne sont pas du tout mélangées. On retrouve les carreaux ensemble, les trèfles ensemble, les piques ensemble et les cœurs ensemble. Alors ici, on retrouve quelques carreaux. En réalité, je n'ai fait que couper le jeu en deux. L'exécution du mélange charlier, vous allez le voir, elle est vraiment très simple. En fait, il suffit de prendre les cartes dans une main et de distribuer quelques cartes du dessus dans l'autre main.
quelques-unes. Ensuite, on va placer quelques cartes du dessous au-dessus des cartes qu'on a mis dans la main gauche, ou droite suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Et on continue, on va reprendre encore des cartes du dessus pour les placer dessous. Et encore des cartes du dessous pour les placer dessus. Donc en gros, c'est simple, hein, les cartes du dessus vont aller dessous, et les cartes du dessous vont aller dessus. Et en réalité, on se rend bien compte que quel que soit le nombre de cartes que je vais placer, les cartes qui étaient dessous vont se retrouver dessus, mais dans le même ordre, puisqu'à chaque fois, je vais aller les replacer les unes sur les autres. Et celles qui étaient au-dessus vont se retrouver dessous, mais dans le même ordre, puisqu'à chaque fois, je vais les replacer en dessous des précédentes. Donc je n'ai fait que couper le jeu à l'endroit où je m'arrête. La raison pour laquelle ce faux mélange est particulièrement bluffant, c'est qu'on a l'impression que le magicien il fait un peu n'importe quoi en fait. Tout semble en désordre, hein. Vous avez vu, on a un petit peu de mal en plus à assembler les cartes, donc elles vont être un petit peu enfouies. C'est un peu le principe du chaos qui est très utilisé notamment par Danida Ortiz. Donc vous allez pouvoir donner l'impression que vous mélangez les cartes dans une sorte de désordre, alors qu'en réalité vous ne faites que les couper. Donc là c'est vraiment futé. Donc ça pourra marcher bien sûr avec un paquet de cartes entier, typiquement avec un tour avec une carte clé, mais également avec un tour de petit paquet. Si vous connaissez un tour avec quelques cartes où vous ne pouvez que couper et surtout pas mélanger, vous pouvez tout à fait faire cette technique-là qui va donner au public l'impression que vous avez mélangé les cartes. Ce qui est forcément beaucoup plus fort que de simplement dire vous pouvez couper le paquet. Moi je vous conseille de le faire sans forcément y prêter attention, par exemple en parlant en même temps. Par contre, il faut quand même que le public s'en souvienne que vous avez fait ce mouvement-là, que vous avez mélangé entre guillemets les cartes. Donc vous pouvez par exemple regarder vos mains à un moment donné, pour que le public les regarde aussi bien sûr, et du coup se mémorise le fait que les cartes ont été mélangées pour lui. Alors il est possible également de faire un vrai faux mélange complet, c'est-à-dire de conserver exactement les cartes dans le même ordre, et donc de ne même pas couper les cartes, mais de les conserver vraiment dans le même ordre qu'elles étaient au départ, en conservant notamment un repère ou une brisure au-dessus de la carte qui était au-dessus du jeu avant le mélange, et de recouper ensuite au-dessus de cette carte à la fin. C'est pas forcément évident puisque comme on a besoin de glisser des cartes au-dessus et en dessous, en fait la brisure elle peut pas être faite au petit doigt, donc ça va être probablement avec le pouce. J'ai pas tous les détails de cette astuce là, mais en tout cas c'est faisable. Et dans ce cas, le jeu va se retrouver à la fin de la coupe exactement dans l'ordre où il était au tout début. Alors que pour le public, il n'y a pas de doute, hein, les cartes elles ont été mélangées et ensuite coupées. Moi j'adore ce genre de techniques un peu subtiles et pourtant très simples à faire et qui peuvent grandement améliorer l'impact d'un tour pour le public. Par contre, là pour le coup, il ne faut pas en abuser, hein. Si vous l'utilisez dans plusieurs tours d'affilée, il y a un risque que certains spectateurs comprennent la combine à force de vous voir faire. Donc c'est une technique qui est intéressante, qui est très facile à faire, mais qui est à utiliser avec modération. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro du Mag Magique, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vous laisse comme d'habitude sur la petite citation magique. A très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.